comment quelqu'un qui vote Macron et qui est presque fan de Macron en 2017 va aller sur le cours Mirabeau Aix-en-Provence poser une affiche qu'il a achetée lui-même d'Éric Zemmour pour qu'il soit candidat en 2022. Alors, Morgane Trintignant, 37 ans, et je suis prostitué de l'État. Entrepreneur. Voilà, c'est pareil. Je viens d'un papa et d'une maman, comme beaucoup de gens. Un papa de famille franc-maçon, gauche radicale, SFIO, mais une gauche patriotique. C'est-à-dire une gauche qui n'existe plus trop aujourd'hui. Mon père était un énorme patriote. Il a quitté Ferrari parce que Bugatti n'avait plus de pilote et qu'il leur fallait un pilote. Et mon père étant plutôt bon, avait rompu son contrat chez Ferrari où il était 4e mondial pour aller chez Bugatti qui n'avait même pas de voiture au point. Parce que c'était la France. Et du côté maman, lozérienne, paysan, catholique, enraciné, pratiquant, avec beaucoup de valeurs qui aujourd'hui ont beaucoup d'écho pour moi. Initialement, comme j'ai bien écouté quand même ce qu'a dit l'école de la République et mes professeurs du lycée et du collège public, j'étais plutôt à gauche. J'écoutais pas trop mes parents, j'écoutais plutôt ma prof d'histoire qui m'expliquait qu'il fallait manifester en 2002 contre Jean-Marie Le Pen, qu'il fallait manifester contre le CPE. Et donc j'étais plutôt d'une pensée standardisée, acceptable par tous. Donc un peu quand même petit côté droite, j'aimais bien Sarkozy, j'aimais bien l'ordre, j'aimais bien un petit peu les gens qui économiquement étaient un petit peu respectables. Parce que je ne savais pas forcément lire à cette époque-là, mais je savais au moins compter. Donc Sarko... Puis ensuite, Sarko qui perd. Et puis après, Macron m'a paru être quelqu'un de très bien. Je pensais que ce garçon, qui était jeune, qui venait de la finance, donc qui savait aussi compter, était capable de nous sortir un petit peu du marasme dans lequel on était sur le plan économique. Et pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il manquait à nos gouvernants, qui étaient des gens plutôt intelligents, qu'il leur manquait une forme de révolte profonde. Une révolte d'une France qui travaille, et donc après il y a eu les gilets jaunes. Je suis amoureux du mouvement, je suis amoureux de ces gens qui battent le pavé et qui ont comme seul argument de dire on travaille, on se comporte bien, et pourtant on n'arrive pas à finir le mois. Nos dirigeants, que je pensais bienveillants, ont profité de ces manifestations, de cette révolte, pour l'écraser, et pour rendre des Français qui étaient pauvres, misérables. Et ça pour moi, ça a été la plus grande trahison qui m'a fait comme un électrochoc. Et là, j'ai eu vraiment le sentiment d'avaler une pilule rouge. La pilule rouge s'accompagnait de quelques verres d'eau à base de livres, d'écrivains que je ne connaissais pas, dont on ne m'avait jamais parlé. J'ai découvert des gens comme Raymond Aron, j'ai découvert Bernanos, Charles Péguy, j'ai découvert un mec comme Charles Maurras, j'ai découvert les courants royalistes, j'ai découvert des gens qui aimaient vraiment la France et qui étaient capables d'expliquer depuis longtemps ce qui est en train de se passer, et qui, par rapport à d'autres, dont on avait fait beaucoup la publicité, comme Jean-Paul Sartre, eux, ils avaient raison. Et eux avaient vu juste. Et quand on commence à regarder ce que ces gens-là disaient à l'époque, et qu'on le lit avec une actualité saisissante, alors on se dit, bon, ok, la pilule rouge, elle fait mal quand elle passe, parce qu'on réalise que la réalité va être très très dure. Mais par contre, elle apporte une satisfaction d'avoir la juste mesure de ce qu'on voit et de la réalité. Et c'est un petit peu le revers de la pilule, c'est l'effet secondaire. On passe par une phase où on est un petit peu dépressif, on est un peu triste, on se dit mon Dieu, mais on va jamais s'en sortir. Mais grâce au fait qu'on peut s'ouvrir à ces super écrivains et à ces penseurs géniaux, dont il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont bien vivants et qui nous témoignent beaucoup d'informations, on se dit il y a peut-être une solution, et alors on la suit et on fait ce que dit Bernanos. L'optimisme, c'est la pensée des faibles et des lâches. Le véritable optimisme, c'est le pessimisme surmonté. Ça commence avec les gilets jaunes et puis après, rapidement, va arriver le Covid. Et là, je réalise que droite et gauche, c'est pas juste une question de plus ou moins d'impôts. Il y a vraiment des conceptions politiques qui peuvent amener un peuple et une civilisation en enfer. En France, il y a 2 partis de gauche et il y en a un qui s'appelle la droite. Parce que l'UMP, en fait, ça n'a rien de droite. Et quand on avale la pilule rouge et qu'on lit les écrivains de droite, on se rend compte que Jacques Chirac, De Villepin, Sarkozy sont tous sauf de droite. Ils ne sont pas de droite, ils sont complètement mondialistes. Mais comment on passe d'une pensée mondialiste, hyper libérale économiquement, à une pensée souverainiste dans laquelle
on voit plus les hommes comme des portefeuilles, mais on les voit comme des individus qui appartiennent à une civilisation. J'ai envie de dire, en allant au Maroc, vous êtes français, vous partez au Maroc, vous parlez du maréchal Lyautey, un Marocain cultivé va vous serrer la main et vous prendre dans ses bras. Voilà. Vous lisez Hassan II, vous avez la tenue, la pensée d'un grand homme, d'un grand monarque. Et là, vous comprenez tout simplement que nous sommes des personnes, même si on a une culture différente, on peut se comprendre quand on parle de grandeur et quand on parle de belles choses. Et dès l'instant qu'on est en train de regarder son petit nombril et son petit intérêt personnel, alors là, il n'y a aucune chance de trouver un intérêt commun et ça devient la tour de Babel. Le bon sens reste rarement longtemps chez les gens confinés, disait La Fontaine. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'ai un peu vrillé. Quand vous êtes entrepreneur et qu'on vous dit là pendant 6 mois vous n'allez rien faire, c'est dur. Alors vous essayez de faire quelque chose pour vous défendre et pour vous débattre, pour être sûr que vous êtes encore vivant. Et quand je voyais tout ce qui se passait, j'ai créé avec quelques copains un petit mouvement qui s'appelait les chemises blanches. J'étais tellement écœuré de ce qu'étaient devenus les gilets jaunes et de la manière dont des gens qui n'avaient pas du tout les valeurs initiales ont pu s'approprier le combat gilets jaunes, que je me suis dit, les chemises blanches, ça va être bien parce que une chemise, pour la porter, il faut un peu de tenue. Donc je m'étais dit, les chemises blanches, ce sera le symbole des hommes qui peuvent se retrousser les manches et qui veulent prendre un peu leur destin en main et, avec panache, signifier leur mécontentement de ce qui se passe dans leur pays, dans leur environnement. On a baptisé la rue des dealers à Avignon en hommage à une petite commerçante qui se plaignait que depuis 10 ans, sa rue était envahie de dealers dans des fauteuils Quechua. On a fait une campagne pour protéger la statue de Napoléon à Rouen, avec des affiches sur les murs en rappelant que Napoléon était un très grand homme et qu'il fallait un petit peu contextualiser et que regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui, c'était quand même une bêtise. Même pas digne d'un lycéen. Et tout ça, on essayait de le faire avec musique, avec bonne ambiance. Et ça s'est terminé, en fait. On était un mouvement partisan. Et on s'était dit, on est un partisan, on est un peu anti-politique classique. Et il y a Éric Zemmour qui pointe son nez, il faut le pousser et y aller. Et c'est comme ça qu'on a été les premiers à mettre cette grande affiche d'Éric Zemmour à Aix-en-Provence. C'était pour dire, non mais en fait, on va pas choisir les gens que vous nous demandez de choisir. On va choisir un mec que nous, on a choisi. Alors après, il fait ce qu'il fait, il réussit ce qu'il peut réussir. C'est la politique, c'est la vie, c'est ses choix. Le choix des Français aussi. De toute façon, en France, ça va pas assez mal pour que ça aille mieux. J'ai décidé de m'engager sur un terrain métapolitique, parce que je suis pas candidat nulle part, mais j'avais envie de faire quelque chose au niveau de la société. Parce qu'après avoir voté Macron et avoir cru en ce mec, je me suis senti redevable. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur. Je m'en excuse encore aujourd'hui. Et je pense que c'est une belle manière de compenser en essayant de faire quelque chose de juste et d'un petit peu engagé, quitte à me mouiller un peu et à me faire détester par des gens qui pensent que morale et politique sont intimement liés. Est-ce que aujourd'hui je remettrai l'affiche de quelqu'un sur une façade ou quoi ? Oui, je le ferai parce que même si je serai toujours déçu par la politique, et j'ai envie de dire que la démocratie française est faite pour décevoir tous ceux qui vont y croire, je serais quand même content d'ouvrir un peu la fenêtre d'Overton, qui était quand même très réduite pendant de longues années, où on n'avait pas le droit de penser à autre chose que ce que les grands médias nous disaient de penser. Cyrano de Bergerac disait j'exagère et je pense qu'il est bien d'exagérer ainsi. Et je pense qu'il a raison. Parfois, quand les cas sont dramatiques, comme la France aujourd'hui, les solutions ne peuvent être que radicales. La situation actuelle du pays est tellement inédite sur le plan sociologique, historique, politique, que tous les courants qui ont existé ne sont plus à jour. Mais par contre, j'admets que j'aime l'ordre, j'aime la quête de la grandeur, j'aime le pragmatisme, j'aime la valeur travail. Sur le plan économique, la France est dans une direction qui est très claire et qui est déjà vue, si on regarde un petit peu l'histoire derrière soi. L'Union soviétique, en 89, s'est effondrée avec un taux de prélèvement de environ 63%. Voilà, 63% de la richesse du pays était consommée par l'État directement. La France aujourd'hui est à 59%. Mais elle dépense 63%. Les États-Unis, c'est 35%. La Suisse, 32%. En Suisse, on ne roule pas sur la terre. C'est quand même un pays développé. Hayek disait que la France sera le dernier pays communiste. Nous sommes en plein dedans. Alors, on sait ce qui ne marche pas. Normalement, ça suffit pour savoir ce qui fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec les gens qui nous dirigent qu'on va rapidement trouver une solution. Parce que Einstein disait que ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'on va les résoudre. Comment quelqu'un qui vote Macron
et qui est presque fan de Macron en 2017, va aller sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence poser une affiche qu'il a achetée lui-même d'Éric Zemmour pour qu'il soit candidat en 2022. En regardant un vieux Belmondo qui s'appelait Le flic ou voyou, qui se passe à Nice, je me dis, ah, j'ai hâte d'avoir des enfants pour leur montrer ce film. Et là, je me dis, mais ils vont jamais reconnaître la France. Qu'est-ce que je vais leur dire quand ils vont me dire, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien que je leur dise, bah oui, ça a été saccagé, mais votre papa, il a été du bon côté, il s'est battu pour des valeurs et des principes. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour pouvoir regarder mes enfants en face et leur dire, battez-vous jusqu'au bout, et pas de leur dire désolé. Ouais, je suis provençal et dans ma région, il y avait un homme qui était incroyable qui s'appelait Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues, et il disait, lorsque l'on fait jusqu'au bout et avec courage ce que l'on croit bon de faire, on peut se passer de la gloire, de la réputation et même du succès. Trouvez votre bonheur dans ce que vous construisez au quotidien et construisez le monde que vous voulez vivre et vous serez forcément heureux. Mais en France, vous ne serez pas riche.